Bonjour Monsieur Caillebout et bienvenue à Genève. Nous sommes ici sur les berges du Rhône, devant l'hôtel où vous allez bientôt donner une conférence à l'invitation de La Foncière, le fonds de placement immobilier. Et le thème de cette conférence sera les cités fertiles face aux enjeux du XXIe siècle. Mais peut-être avant de vous poser la première question, pouvez-vous vous présenter en 2-3 phrases? Bonjour, je m'appelle Vincent Caillebout, je suis architecte belge basé à Paris. Je suis le concepteur de l'archibiotique. L'archibiotique est une nouvelle discipline qui vient fusionner l'architecture, les biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication. Les archibiotiques ont pour but d'inventer un nouveau modèle de ville, des villes post-carbone, post-fossiles, post-nucléaires et même post-insecticides. Bref, des villes capables de mettre en œuvre la fameuse transition énergétique dont on a parlé durant la COP21 à Paris en 2015. Ma première question était toute simple, c'était vous permettre d'exposer votre vision pour la ville de demain, cette vision qui sous-tend tous vos travaux que vous avez commencé à exposer. Pouvez-vous l'expliquer un peu plus? Je suis né en 1977. À l'époque, nous étions 4,5 milliards d'êtres humains sur Terre. En 2050, quand j'aurai 73 ans, nous serons 9 milliards d'habitants sur Terre avant d'atteindre le pic des 12 milliards annoncés pour 2100. Il est donc, selon moi, primordial d'inventer aujourd'hui un nouveau modèle de ville résiliente, capable de résister au changement climatique et de s'y adapter. Selon moi, la ville de demain sera basée sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la décentralisation énergétique. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, à partir des technologies existantes, des énergies renouvelables et des règles de bioclimatisme, on peut construire ce qu'on appelle des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment et redistribuant cette plus-value énergétique au patrimoine historique existant, notamment de nos capitales européennes. Le deuxième grand pilier de la ville de demain est, selon moi, la désindustrialisation alimentaire. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, nous avons basé notre alimentation sur ce qu'on appelle l'agriculture intensive, basée sur des intrants phytosanitaires, des fongicides, des insecticides, des pesticides. Aujourd'hui, nous voulons démocratiser une agriculture biologique pour tous. Et pour arriver à cela, nous voulons rapatrier les lieux de production alimentaire au cœur des lieux de consommation, en construisant notamment des fermes verticales qui viennent étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers suspendus au cœur de la ville. Le troisième grand pilier de la ville de demain est, selon moi, le déploiement de la mobilité douce. Le but est de quitter finalement l'étalement urbain à l'horizontale, qui est très énergivore, pour revenir vers un modèle de ville dense. Car, comme tout le monde le sait, plus une ville est dense, moins elle est énergivore. Il est donc, selon moi, crucial de développer la ville non plus autour du tout à l'automobile, mais bien autour du piéton, autour de l'humain et autour des 2 roues qui pourraient se développer en site propre. Enfin, le dernier pilier de la ville de demain est ce qu'on appelle la démocratie participative. Essayer de mettre le citoyen au cœur du processus de création de la ville par un système de coopérative, par un système où on demande l'avis au voisinage, aux citoyens, avant de développer des programmes et de nouvelles architectures. Ainsi, on travaille main dans la main avec eux pour finalement tendre vers les meilleurs services qui seront développés pour ses habitants. Voilà, entre ces 4 piliers, décentralisation énergétique, désindustrialisation alimentaire, déploiement de la mobilité douce et démocratie participative, se trouve la ville de demain. Monsieur Caillebout, cette alliance avec la nature qui s'impose à nous, comment voyez-vous, comment la mettez-vous en œuvre? En d'autres termes, comment passez-vous du laboratoire à la réalité? Au XXe siècle, il y a eu l'ère du charbon, du pétrole, de l'acier et de la chimie verte. Selon moi, le XXIe siècle sera biologique ou ne sera pas. Savez-vous que depuis 3,8 milliards d'années, la nature fait le tri constant entre les espèces pour choisir quelles sont les espèces de la faune et de la flore qui sont les plus résistantes face au dérèglement climatique. Seuls 1% des espèces ont survécu à ces 3,8 milliards d'années de recherche et de développement. Le but est donc de s'inspirer des formes, des structures, de toutes les boucles de rétroaction et de l'intelligence des matériaux que la nature a mis en œuvre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme. Le biomimétisme nous permet de dresser des ponts entre la recherche fondamentale en laboratoire, menée par les scientifiques et par les universitaires d'une part, vers la recherche appliquée en industrie et sur chantier.
On arrive, grâce au biomimétisme, à accélérer l'innovation. Par exemple, en analysant comment se comporte un écosystème mature tel que la forêt amazonienne. On pourrait imaginer que la ville de demain est une véritable forêt amazonienne, capable de créer son énergie uniquement grâce à la photosynthèse naturelle. Une forêt amazonienne qui n'émet aucune pollution, qui recycle tous ses déchets en ressources naturelles, recyclées et ou recyclables, qui ajuste toujours la forme à la fonction, qui mise sur la coopération entre les espèces et qui fait toujours en sorte de limiter les excès provenant de l'extérieur. Finalement, cette forêt amazonienne, elle a inventé, bien avant nous, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Au XXe siècle, toujours, nous avons vécu sur le modèle capitaliste d'une économie linéaire, une économie qui produit, qui consomme et qui génère beaucoup de déchets, de pollution et de dettes. Aujourd'hui, l'économie circulaire est une économie régénérative, une économie qui est basée sur les énergies renouvelables, qui transforme tous les déchets en ressources et qui fait en sorte finalement que tout ce qui est produit et consommé par les consommateurs urbains soit recyclé et recyclable en boucle vertueuse. Eh bien moi, je rêve de rapatrier la nature au cœur de la ville, de créer une alliance entre l'être humain et son environnement pour générer des villes fertiles, des villes où il fait bon vivre, où finalement on peut lutter contre le dérèglement climatique et adopter des modes de vie éco-responsables. Par exemple, à Taïwan, nous développons actuellement un chantier qui sera livré à la fin de l'année, qui est la tour Taozu Yinyuan. La particularité de cette tour est qu'elle est recouverte de plus de 25 000 plantes, arbustes et arbres, capables de stocker jusqu'à 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. De plus, lors de la construction de cette tour, nous avons fait en sorte d'utiliser par exemple de l'acier ultra performant qui a permis de diminuer de 50% la production de carbone intrinsèque, c'est-à-dire les émissions de carbone liées aux matériaux de construction. De plus, par exemple, cette tour intègre également les énergies renouvelables de pointe pour baisser de 70% ses émissions de gaz à effet de serre et devenir presque autonome en énergie. Un autre exemple est le projet de Gate Heliopolis, actuellement en chantier au Caire. C'est un projet qui représente un coût économique relativement démocratisé, qui prouve aujourd'hui que l'économie circulaire permet d'inventer les économies de demain, notamment sur les frais d'exploitation. C'est-à-dire qu'on peut véritablement construire des bâtiments à énergie positive, même en plein milieu du désert, qui sont démocratisés et que l'on peut offrir à tous les types de populations. Depuis quelques années, votre notoriété a largement dépassé le cercle des professionnels de l'architecture. Vous êtes l'auteur d'un projet à très fort retentissement. Je parle ici de Paris 2050. Vous avez évoqué Taïwan, vous avez évoqué le Caire. On va se rapprocher de notre géographie. Pouvez-vous nous parler de ce projet Paris 2050 ? Depuis 2015, nous avons eu la chance d'être sélectionnés par la mairie de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et les services de l'écologie urbaine de la ville de Paris pour développer le plan climat, air, énergie et l'appliquer à un plan d'urbanisme. Ce plan d'urbanisme, il s'appelle Paris Smart City 2050. Il a pour but de prouver qu'à partir des technologies existantes, nous pouvons baisser de 75% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Le but également de ce plan d'urbanisme était de prouver qu'on pouvait lutter contre la gentrification du centre-ville, c'est-à-dire le fait que des populations de plus en plus riches habitent le centre historique et déportent les populations les moins aisées à l'extérieur de la ville suivant des cercles concentriques. Ce modèle prône non pas l'étalement urbain énergivore à l'horizontale, mais bien la densification urbaine à la verticale. Une ville dense, une ville verte, une ville durable qui réinvente finalement le rapport que peut établir l'architecture contemporaine avec le patrimoine d'hier. Le concept de cette étude finalement se résume en deux mots, c'est la solidarité énergétique. Ce concept vise à établir une greffe architecturale au-dessus de bâtiments existants pour faire en sorte que ces greffes contemporaines produisent toute l'énergie dont ces bâtiments ont besoin. Cette énergie, ça peut être des calories, des frigories, de l'électricité ou même de l'alimentation dans le cas des fermes verticales. Ainsi, par exemple, au-dessus de la rue de Rivoli, le plus grand axe historique d'est en ouest de la ville de Paris, nous avons proposé de construire des villages verticaux qui viennent augmenter
la densification du tissu urbain, avec notamment des bâtiments qui sont recouverts de végétation, qui transforment le Paris gris en un Paris végétal, le Paris imperméable en un Paris perméable, le Paris minéral en un Paris végétal. Ce Paris, finalement, c'est un Paris qui respire, c'est un Paris qui rapatrie les agriculteurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent de leurs mains au cœur de nos villes souvent trop tertiaires. Ce Paris, il vient rapatrier les lieux de production alimentaire au cœur des lieux de consommation pour finalement imiter la forêt amazonienne. Par exemple, sur le périphérique, cette fameuse ceinture vouée au tout à l'automobile qui vient créer une cicatrice entre le cœur historique et la banlieue, nous avons proposé de le transformer en 21e arrondissement. Un arrondissement qui serait dédié aux énergies renouvelables et qui pourrait produire beaucoup d'énergie pour la banlieue avoisinante. Nous avons calculé par exemple que si nous construisions des fermes verticales à chaque porte de Paris, nous pourrions, grâce à la permaculture, à l'agroforesterie et à l'aquaponie, produire jusqu'à 30% de l'alimentation biologique redistribuée en circuit court directement aux Parisiens. Un peu plus loin, sur la tour Montparnasse, qui jouxte le jardin du Luxembourg, nous avons proposé de transformer ce symbole de l'architecture moderne en une architecture autosuffisante grâce à une double peau de bioréacteurs d'algues vertes qui vient assimiler les déchets organiques des plantes pour créer un réseau de chaleur et un réseau d'électricité rendant cette tour intelligente. Comme le disait William Shakespeare, l'intelligence d'une ville, c'est d'abord celle de ses habitants. Et donc, le grand rôle aujourd'hui des architectes, c'est de devenir un chef d'orchestre pour justement, grâce à la consultation populaire, à la démocratie participative, par le biais du travail avec des coopératives, comprendre ce que veulent les citoyens pour inventer de nouveaux usages, créer des ressourceries, des espaces de co-living, des espaces de coworking, transformer par exemple les tunnels de la Petite Ceinture en champignonnières, en piscines, en marchés couverts, pour finalement dynamiser toutes les dents creuses qui se trouvent aujourd'hui dans nos villes historiques. Ce modèle d'une ville durable, ce modèle d'une ville qui assure la transition énergétique de la COP21, il est possible à Paris, il est possible à Bruxelles par exemple avec le projet Tour et Taxi que nous développons, il est possible à Genève en repensant notamment le patrimoine moderniste de la ville, en repensant ses grands axes de circulation, en repensant le principe des navettes qui fait en sorte que la ville augmente sa population durant la journée, durant les cycles de travail, pour finalement tirer de ces contraintes des opportunités pour inventer un nouveau modèle de ville résolument durable. Monsieur Gaibon, on va en rester là sur cette note optimiste et positive et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous.